Aujourd'hui, une vidéo avec des explications matérielles sur comment on peut réaliser soi-même son chauffe-eau photovoltaïque, quel choix de matériel. Je vais beaucoup discuter, vous montrer du matériel, je ne vais pas forcément faire beaucoup de schémas, on a déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes. Je vais faire un petit rappel au début et après je vous explique le matériel. Alors comme vous le savez, moi je réalise régulièrement des chauffe-eau photovoltaïques en courant continu. J'utilise directement le courant continu sur la résistance électrique, soit en provenance des panneaux solaires, soit en provenance des batteries. Alors je vous mets à nouveau en garde sur les risques de cette solution. Au-delà de 120 volts, la tension est mortelle et normalement cela nécessite d'avoir un contrôleur d'isolement pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite de courant à la terre, en l'occurrence dans l'eau avec laquelle vous vous douchez. Je vous invite aussi autant que possible à travailler en dessous des 60 volts. Comme ça, on est complètement sécure, on est dans la basse tension, on peut manipuler le courant sans problème et on se retrouve dans une place de fonctionnement compatible avec les micro-onduleurs. J'ai déjà fait une vidéo où je montre en début d'année 2024 comment j'ai fait mon premier chauffe-eau photovoltaïque couplé à un onduleur réseau et comment, avec des tensions similaires, j'arrive à allier les deux en fonction de la température de l'eau, la priorité sur l'eau chaude ou la priorité sur l'injection réseau. Elle n'est pas complète comme vidéo, mais elle explique pas mal de choses en termes de courbes, de variations de puissance. Je remets ici les différents éléments importants lorsqu'on utilise une résistance électrique. La résistance électrique, ce qui est important pour elle, c'est le courant qui passe à l'intérieur. C'est rarement renseigné le courant sur les résistances électriques, mais souvent on a la tension et la puissance. Si par exemple vous avez une résistance électrique de 2300 watts en 230 volts, on fait l'un divisé par l'autre, on a 10 ampères. Donc ça veut dire que cette résistance, a priori, est faite pour fonctionner à 10 ampères avec une tolérance, puisque sur le réseau on est plutôt en 240. Donc on peut admettre une tolérance de 10 à 15%. Mais au-delà de ce courant, cette résistance aura du mal à dissiper sa chaleur dans l'eau. Ce n'est pas nécessaire d'aller cramer la résistance électrique, que le courant soit trop fort, que la température soit trop élevée, que le conducteur à l'intérieur, qui est chauffant, casse. Voilà, une résistance, c'est un savant calcul entre la quantité d'énergie dissipée, la quantité d'énergie consommée et la façon dont l'énergie est transférée à l'eau. Ce n'est pas toujours quelque chose d'intuitif, si vous voulez. Donc si vous gardez à l'esprit que la résistance elle doit chauffer un volume d'eau suffisant, il faut qu'elle baigne dans l'eau, et que de ne pas dépasser sa tension ou son courant, l'un ou l'autre, puisque l'un va avec l'autre, et bien normalement vous n'allez pas être en dehors du fonctionnement de la résistance électrique. Alors j'entends par tension et courant, en courant continu c'est la tension moyenne, la tension, ainsi que le courant moyen, mais en alternatif c'est efficace. Bien sûr il peut dépasser, puisqu'en alternatif on a des puissances max, des crêtes, la valeur efficace va être l'équivalent de notre courant moyen en courant continu, pour les calculs. Rien n'empêche de rajouter des marges de sécurité. Je ne vais pas refaire le schéma électrique non plus, parce que j'en parle longuement dans mes autres vidéos. Je vous ai montré plusieurs fois comment je câblais ce que j'utilisais comme matériel, mais je ne détaillais pas réellement le matériel. Ici, je vais plus vous parler du choix du matériel, ce que j'utilise moi, et je vais vous mettre des liens et des exemples de marques et vous dire un petit peu pourquoi je les utilise. Pour les sections de câbles, je vous renvoie à la vidéo sur les sections de câbles, où j'utilise souvent les 3 ampères par millimètre carré. 5 ampères, ça marche aussi. Pour ce qui est des COS et des connectiques, je ne veux pas spécialement vous en parler, parce qu'en fonction de la référence que vous allez acheter ou d'un autre choix, ce sera une autre COS différente. Si vous n'êtes pas équipé en vrac de COS, en boîte d'assortiment de différentes COS et de sections et de pinces, c'est que vous ne faites pas d'électricité. Donc, a priori, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'allez pas bricoler sur ces choses-là. Donc, à part avoir du savoir, ça n'a pas d'importance que je vous parle des sections, là. Des sections et des COS, des choix. Parce qu'en fait, même des fois, au sein d'une même marque, on a du M8, du M10, du M6. Ça dépendra de ce que vous allez acheter. Je vais essayer de séparer en parties pour montrer du matériel différent. Je vais essayer de parler de la mesure, de comment on décide, de comment on coupe, comment on rétablit le courant,
comment on chauffe, est-ce qu'on fait circuler l'eau, comment on protège et parfois comment on convertit ou on refroidit. Donc, je vais essayer de faire des parties, mais ce n'est pas sûr. Je vais d'abord reprendre un certain nombre de bases en commençant, je pense, pas forcément dans cet ordre-là, je vais commencer par la résistance électrique. Alors la résistance électrique, c'est ce que vous avez dans votre ballon d'eau chaude. Si vous avez un système à compression avec un ballon thermodynamique, vous n'allez pas être concerné ici parce qu'il faudra absolument avoir quelque chose en 50 Hz alternatif et ce sera un autre type de projet. Ici, on parle bien des résistances électriques, tout type de résistance électrique, que ce soit dans des gros ballons, des petits ballons, des serpentins, de l'instantané. Après, c'est une question de puissance. Alors, il me semble que la grande majorité des chauffe-eau électriques disposent de ce type de résistance. Ça ressemble un peu à une mitraillette. Sauf erreur, ça s'appelle de la stéatite. C'est l'isolant, en fait. Et on a, je vais vous montrer ça à l'autre caméra, on a des fils chauffants à l'intérieur qui sont sous forme de ressorts qui montent et qui font des zigzags comme ça tout au long et qui aboutissent à la fin à des fils raccordés pour faire un couplage de résistance. Alors, sur celle-ci, j'ai 2 résistances en parallèle. Sur certaines, il y a 3 résistances pour faire du triphasé ou du monophasé. Chaque résistance est assemblée de manière à avoir le bon courant, la bonne puissance. Et ensuite, ça va être raccordé au système de régulation de température. Alors, c'est des résistances que j'aime pas trop à manipuler. C'est pas top, je trouve. Je les trouve un petit peu fragiles. Des fois, ça casse. Elles ont quand même l'avantage, c'est qu'on peut les recabler. Vous voyez, des fois, on peut faire des couplages différents, des longueurs de câbles différents. Mais c'est un peu de la bidouille. J'avoue que je ne vous conseille pas d'y toucher, parce que c'est quand même sous tension. Là, on est tout proche de la cuve à eau. Des fois, ça arrive que ça casse. Ici, on peut réparer, mais c'est pareil, c'est chauffant, donc il faut réparer avec un élément en laiton. C'est quand même un peu délicat. Parfois, on peut changer complètement la résistance interne et la remplacer par une autre, qui serait plus compatible avec la tension et la puissance qu'on souhaite. Alors ici, sur cette résistance, j'ai déjà mesuré la résistance avec mon ohmmètre. Donc là, j'ai 25 ohms. Je vous invite à le faire aussi sur votre propre résistance hors tension. On mesure toujours hors tension. Parce que les watts, c'est pas toujours parlant, alors que les ohms, normalement, c'est pas trop mal. Alors, c'est pas la vraie résistance de la résistance, parce que comme c'est souvent des résistances bobinées, c'est plutôt une impédance. Et cette valeur-là, en chauffant, ça varie un petit peu. Mais c'est une bonne base de calcul. Alors vous pouvez la raccourcir, la rallonger si vous en avez d'autres, si votre ballon est compatible. Il y a une vis au bout, on rajoute, on enlève des éléments. Vous pouvez changer les éléments chauffants à l'intérieur. Mais comme je vous disais, c'est un gros bricolage. Donc en général, on se contente de soit la changer complètement. C'est assez rare d'en trouver en d'autres tensions que 230 et 380 volts. Soit on l'enlève, on en achète une autre, quoi. Moi, je les aime pas trop, ces résistances-là. J'en ai fait quelques-uns des ballons avec, mais je trouve ça un peu fragile. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est rapport à la tension de la résistance, c'est que si vous avez une résistance d'une puissance donnée à une tension donnée, par exemple 1000 watts ou 230 volts, quand vous allez diviser par 2 la tension, vous aurez divisé par 4 la puissance. C'est pas le rapport de 2, c'est 2 fois 2, hein, c'est 2 au carré. Si vous divisez par 3, bah, c'est 3 fois 3, donc vous réduisez par 9. C'est une... Enfin, dans votre sens, c'est comme ça. Voilà. C'est x au carré, quoi. Donc, c'est pas compliqué, vous allez sur la calculette Ravid, vous faites x au carré, vous allez avoir une courbe. Donc, dès que vous n'utilisez pas la tension de la résistance, vous allez avoir une perte de puissance. Il va falloir bien faire attention à ne pas la dépasser, par contre, cette tension. Donc, j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Vous faites vos petites courbes, vous vérifiez bien que ça fonctionne correctement. Il n'y a pas de mal à utiliser une résistance de 1000 watts en 500 watts, ça marchera très très bien. Par contre, en 200 watts, ça va être un peu long à chauffer, hein, vous voyez. Les autres résistances que l'on a, ce sont souvent ce type de résistance. Vous voyez, on en a de plusieurs types. Alors ça, ce sont des résistances en 230 volts. Ici, j'ai 3 kW 230 volts. Celle-ci fait 2,5 kW 240 volts. Et elles sont filetées au bout. Alors c'est intéressant, c'est pour mettre dans les ballons qui sont déjà filetés avec un insert ou un emplacement pour mettre la résistance. C'est parmi les meilleures résistances. Alors certes, on est obligé de vider le ballon ou au moins d'enlever la pression du ballon pour changer la résistance. Comparé à l'autre où on a un doigt de gant, on peut intégrer directement, enfin changer directement la résistance quand on veut. Mais au moins celles-là, on peut les mettre, on a un choix qui est beaucoup plus grand. Elles sont vraiment plongeantes, donc en termes d'efficacité, c'est meilleur. Si ce n'est qu'il ne faut pas qu'elles s'encrassent. Hein. Si vous avez la chance d'avoir un ballon multi-énergie avec plusieurs orifices de résistance, vous pouvez mettre plusieurs résistances à des tensions différentes, des usages différents, des strass différents.
C'est ce que font certains chauffe-eau plus modernes et connectés, comme les chauffe-eau de chez Thermor ou chez Twido, qui ont des ballons avec plusieurs cuves, plusieurs résistances, plusieurs façons de chauffer, photovoltaïque ou 230 volts, avec une horloge, une application. Enfin, il y a toujours un moyen de paramétrer, de programmer la chauffe de son eau avec des systèmes un peu intelligents. Et si vous voulez le faire, il vous faudrait un ballon. Si c'est pour de l'eau non potable, eh ben, vous pouvez faire avec un ballon mélangeur de chaufferie, de préférence émaillé, enfin quelque chose qui ne rouille pas. Et si vous voulez mettre avec de l'eau potable, eh ben, soit votre ballon il sert qu'à ça et il est émaillé effectivement, soit vous avez un échangeur de chaleur en plus. Voilà, pour pouvoir intégrer par exemple un poêle à bois avec. Donc moi je vous conseille vraiment de partir sur ce type de résistance. C'est plus facile à mon goût. On va revenir sur ce type de résistance un peu après pour la suite de l'explication. Il y a une résistance intermédiaire. Alors, il y a un autre type de résistance qui est un peu intermédiaire. Bon, je ne sais pas si on verra la petite caméra, c'est celle-là. Donc ce sont des résistances que j'utilise parce que j'en ai tout un stock. À l'intérieur, il y a 3 résistances de 1333 watts pour faire du triphasé ou du monophasé. C'est ce qu'on utilise dans les pompes à chaleur pour faire du dégivrage de circuit. Mais on peut s'en servir pour chauffer tout court, puisque ça sert pour chauffer. Moi, je m'en sers lorsque la tension et la puissance coïncident avec mon système. Je m'en sers pour remplacer un panneau solaire thermique et j'alimente en photovoltaïque. Ou alors en résistance d'appoint, en résistance de préchauffage. Et chez moi, je m'en sers pour mon eau chaude. Vous voyez, c'est en inox. Je peux préchauffer mon eau avant la douche. Et en branchant en parallèle ou en série les résistances, je peux réduire la puissance. Donc moi, je les réduis à peu près 500 watts en les mettant toutes en série. On peut faire un petit jeu de résistance, c'est assez sympa. Alors, j'ai pas de fournisseur pour ça. Si, j'ai un fournisseur, mais j'ai pas de référence de produit neuf. C'est de la récup de pompe à chaleur. Donc j'en ai quelques-unes. Il en reste quelques-unes en stock. C'est marqué dessus, il y a un numéro de série. Elle date de 2014. Baker BHV AB. Je vous montre à la caméra si vous avez... Je pense que ça se trouve chez c'est des accessoires de chauffagistes. Je trouve ça pratique, mais bon, on ne peut pas changer la résistance, on n'a pas le choix de la résistance. Si vous n'avez pas de ballon d'eau chaude échangeur sur lequel vous pouvez mettre une résistance plongeante, vous pouvez utiliser ce type de système. Donc c'est une boîte en inox qui est filetée pour pouvoir mettre la résistance ici. Il y a l'eau froide qui va là et l'eau chaude qui ressort là. Et j'utilise donc une résistance filetée comme celle-ci que je mets dedans. Avec un adaptateur, une sonde de température, enfin tout ce qu'il faut pour que ça chauffe. Je ne sais plus le nom de ça, une chaussette. J'avais dit une chaussette, c'est ça. Quelqu'un m'a dit que j'avais dit une chaussette. Peut-être un insert, il y a un nom. Il y a un des abonnés qui est ferronnier qui fabriquerait ce genre de choses apparemment, qui serait partant pour ça. Ce serait l'idée d'en avoir plusieurs, parce que c'est mon dernier celui-là. Très pratique. À quoi ça sert ? Ça sert à chauffer de l'eau sur un tout petit volume, soit s'en servir comme chauffe-eau tout court, 2 litres d'eau, c'est déjà pas mal, soit ça sert pour faire une boucle d'eau chaude dans son ballon, j'en ai parlé dans cette vidéo, et j'utilise pour cela tout un système de sonde, tout un système de déclenchement, mais aussi un circulateur sanitaire qu'on trouve sur Amazon, on en trouve chez notre chauffagiste préféré aussi. Moi c'est Malek Pompi, il y a plusieurs marques, après ça change. Alors c'est une petite pompe en 230 volts. Sa particularité c'est qu'elle est en inox et en laiton. Elle est faite pour l'eau potable et consomme 25 watts. Elle n'est pas spécialement réglable, mais supporte des températures assez élevées. 95 degrés, 6 bars entre 2 et 90 degrés. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fait pour l'eau chaude et qui coûte pas très très cher. Je crois que je l'avais acheté 80 €, 60 €, quelque chose comme ça. Ça doit varier dans le temps. Et ça sert à faire une boucle d'eau chaude, soit diffuser l'eau chaude dans votre maison pour avoir de l'eau chaude auprès de la douche, soit justement faire une boucle avec une résistance électrique pour chauffer votre ballon avec une deuxième source de chaleur. C'est pas fait pour l'eau sale, c'est pour l'eau propre. Donc cette pompe-là, je l'avais achetée pour un client, finalement il n'en avait pas besoin, donc je l'ai récupérée. On continue un peu sur la résistance électrique. Donc moi je vous conseille, dans ce genre de projet, si vous pouvez mettre cette résistance-là. Vous voyez, moi c'est une résistance... Celle-ci est en 36 volts, 1200 watts. Donc ce sont 2 résistances de 600 watts en parallèle, en 36 volts. On voit les raccords ici. Je m'en sers régulièrement dans mes vidéos aussi. Donc soit on les met en série et on a une résistance qui peut supporter 72 volts nominal,
Donc on peut supposer jusqu'à 80, peut-être 85, 90 volts. Mais comme on sait que plus la tension monte, plus la puissance monte, la source d'énergie ne sera peut-être pas assez grosse pour ça. Il faut bien calculer. On peut donc mettre en 36 ou 72, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc si vous prenez une résistance en 24 et que vous la sélectionnez en double résistance, du coup vous pourrez l'avoir en 48-50 volts, ce qui est encore plus adapté à un micro-onduleur et autres. Vous pouvez faire un système en parallèle, ça ne posera pas de problème. Mais la condition, c'est de pouvoir mettre la résistance plongeante. C'est la condition. Moi, je préconise beaucoup ces résistances-là et je proposerais peut-être un kit tout fait avec ce genre de résistance, mais je ne suis pas encore sûr pour le fournisseur, pour certains fournisseurs, donc je vais voir. Donc c'est des résistances qu'on trouve en 12, en 24, en 36, en 48, 72 volts aussi, il me semble. Plusieurs tensions, moi je les prends sur Amazon. C'est un fournisseur, mais qui passe par Amazon, parce que maintenant tout passe par Amazon. Pour décider à quel moment on chauffe avec les résistances, il y a plusieurs façons de faire. Moi j'en utilise quelques-unes. J'en ai une notamment que vous connaissez très bien, c'est avec le contrôleur batterie. Voilà, ça c'est un contrôleur batterie. Celui-là est d'occasion, c'est le 600. Derrière, on a un relais. Donc il y a un relais programmable derrière qu'on peut utiliser pour commander des choses. Et lorsqu'on fait la programmation, on peut décider sur un seuil de tension, un seuil de pourcentage, comment on déclenche. J'utilise aussi des relais, pareil, que j'achète sur Amazon. Vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. C'est un petit relais de tension. On règle le seuil bas, le seuil haut, la tempo, et on a un déclenchement en fonction de la tension lorsqu'on n'a pas accès à autre chose que ça, ou lorsqu'on veut que le réglage soit vraiment dédié à la chauffe. On peut utiliser ce genre de petit relais. Celui-ci, c'est un 24 volts. Il y a des 48 volts, il y a un petit peu de tout. DC Monitoring Relais de chez Jinri. Pour le déclenchement en 230 volts, si vous voulez mettre par exemple un déclenchement sur les micro-onduleurs, si vous voulez que votre résistance électrique fonctionne à partir d'une certaine puissance sur vos onduleurs, entre vos onduleurs et le reste de votre installation, c'est-à-dire directement en sortie de vos disjoncteurs onduleurs, vous mettez un relais de courant que j'ai déjà montré dans une vidéo. Je pensais que j'en avais en stock, mais je l'ai installé sur le portail automatique. J'ai une vidéo au début 2023, je crois, où j'ai un portail automatique. Et j'ai fait une deuxième vidéo où j'en parle. Je ne suis pas sûr de l'avoir filmé. Sinon, peut-être dans la vidéo sur les relais de tension. Peut-être que je montre les relais de courant aussi. Bon, c'est pas très grave. C'est un petit relais dans lequel on passe le câble. Alors, soit le courant passe à travers, soit c'est un petit shunt qui est alimenté en 230 volts. Et on a une petite vis réglable pour le réglage du courant. Alors, il faut choisir le bon courant. Pour 1000 watts, c'est 4 ampères à peu près. Donc ça détecte la puissance des onduleurs et après ça va actionner le contacteur de la résistance électrique. Vous pouvez faire comme ça. C'est un petit schéma. Soit c'est que ça qui le déclenche, soit c'est ça plus les heures creuses. Donc vous laissez les heures creuses fonctionner normalement, mais vous rajoutez un interrupteur. Donc ce relais sert d'interrupteur pour commander en plus en journée le relais d'eau chaude. Donc c'est un double allumage si vous voulez. Concernant la détection maintenant, on va passer à la détection, tout ce qui est sonde. Moi, je suis un adepte des sondes électromécaniques, ce qu'on appelle aussi les thermocouples ou les sondes à gaz. Donc, c'est ce qu'on utilise dans la plupart des équipements de chauffage, tout ce qui a des sondes immergées quelque part, mais qui sont mécaniques. Moi, je les aime bien parce que c'est la simplicité du système. Et puis, on n'est pas obligé d'associer l'électronique derrière. Mais c'est vrai que si on veut de la précision, si on a déjà de la domotique chez soi et qu'on a un petit automate, vous pouvez mettre une PT1000, c'est une petite sonde électronique qu'on va mettre, c'est une sonde électrique qu'on branche sur un circuit électronique, qu'on va insérer dans le ballon, qu'on va insérer devant, puis on va pouvoir avoir un afficheur, on va avoir des relais, on peut faire fonctionner comme ça, mais la plupart des régulations existantes ne le font pas. Il faut être un peu spécialisé en Arduino, en programmation. Moi, je ne le fais pas, je pourrais, mais ce n'est pas trop dans mes compétences initiales, si pour les automates et tout, mais je ne me suis pas lancé là-dessus, je suis resté sur le simple. Et donc, on a des choses qui vont dans des doigts de gants. Alors là, on ne la voit pas bien à l'écran. Ça, c'est une sonde que je n'utilise pas. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. C'est ce que vous avez d'origine dans un ballon d'eau chaude, sur certaines résistances. Elle est directement clippée sous la résistance et ça va dans le ballon. Enfin, il y a un doigt de gant, il y a un endroit où on peut récupérer la chaleur. La sonde, elle est tout au bout. Et elle est connectée dans le boîtier ici. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a dans le boîtier. C'est intéressant, on va démonter des trucs. Donc le boîtier, il y a une sonde qui tourne ici, et puis il y a des raccords avec des vis pour pouvoir raccorder l'électricité. D'accord ? Moi j'ai ouvert comme ça,
Bon, c'est juste un boîtier. Ce qu'on voit, c'est que c'est tout mécanique. On a une petite vis de réglage ici qui joue sur un ressort et qui vient appuyer là. Alors, on voit peut-être pas très bien, mais le contact, il n'est pas très gros. C'est ça là, c'est la petite lame en métal qu'il y a là. Quand je bouge, hop, là il se referme. Je me rapproche. Là il est ouvert. Là il est fermé. Il y a 2 mm. Donc ça, c'est pas fait pour avoir un très fort pouvoir de coupure en courant continu. Ça va marcher que en alternatif. Cette sonde, vous pouvez l'utiliser, mais pour commander un relais, pas pour faire passer le courant continu de la résistance, parce que sinon vous allez faire des arcs électriques, ça ne va jamais couper le courant. On peut rajouter un condensateur, je vous le montre tout de suite. C'est pareil, vous les achetez par sachet de 5 ou par sachet de 10 sur Amazon. Voilà, petit condensateur polarisé. Hein. Donc moi je les prends en 105 degrés de température et souvent je les prends 450 volts. C'est des 22 microfarades. Petit condensateur, c'est important. Il a une fonction de coupure de l'arc électrique. J'en parle dans une autre de mes vidéos où je fais des arcs électriques comme dans mon générique là. En fait, lorsqu'on ouvre l'interrupteur, il y a une tension qui se crée aux bornes qui fait qu'il y a du courant qui passe. Et lorsqu'on met ça aux bornes de l'interrupteur, bah le courant il passe à l'intérieur du condensateur au lieu de passer dans l'air. Et du coup, ça coupe l'arc. Puis à un moment donné, le condensateur il est chargé, il n'y a plus de courant qui passe et ça s'arrête. C'est assez simple, c'est assez astucieux. Moi, j'utilise beaucoup ça. Pas besoin d'en prendre des très gros, mais il faut au moins que ce soit un petit peu costaud. Hein, ça sert à rien de miniaturiser. Ça vaut pas cher. Alors effectivement, vous pouvez mettre ce genre de condensateur sur la sonde d'origine. Toutefois, là, on est sur 1 ou 2 mm de coupure de courant. Ça me paraît court. J'avais déjà établi que tous les 100 volts, il faut 1 cm pour être sûr que l'arc électrique soit coupé. Le condensateur me paraît trop. Que se reposer sur le condensateur, ça me paraît trop peu en termes de sécurité. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller plutôt commander un relais. En parlant pour les autres sondes, alors, moi, j'utilise cette référence-là. Hein, de 0 à 90 degrés, mais vous pouvez avoir d'autres, parce qu'elle est plutôt bien en termes de réglage, mais j'en ai plus en stock, j'ai que la boîte là. Celle que j'ai en stock, c'est celle-là. Voilà, donc on voit bien, on a un système avec une petite fiole de gaz. Lorsque le gaz se dilate, il prend plus de place, il est poussé dans le petit tube sous pression, et il va dans un mécanisme et ça va appuyer sur un ressort et ça va faire bouger le contact. Et on a un réglage. Tac, tac, tac. On règle la température et ça va. Ça c'est le commun. L'interrupteur il va aller soit à gauche, soit à droite. Pareil, c'est pour de la commande. C'est pas pour faire passer de la puissance. Vous pouvez essayer, hein, mais moi je vous garantis pas que ça marchera. Ça vaut entre 15 et 20 balles. Des fois il y en a à 30 €, des fois il y en a à 60 €. Si vous n'en avez pas, si vous voulez faire de la récup, vous allez sur les anciennes chaudières fuel, chaudières gaz. Vous allez chez un chauffagiste plombier, même à la casse, enfin, suivant votre région, comment c'est géré. Moi, je fais 2 km, j'arrive chez le plombier à la retraite, il a des chaudières. Vous lui donnez 5 balles par sonde, vous les démontez vous-même. Il y en a peut-être une sur 10 qui ne marchera pas. Elles sont pas toutes, elles servent pas toutes à la même chose. Il y en a qui sont réglables, d'autres pas. Il y en a c'est des sondes de sécurité, d'autres. Mais allez-y, hein, ça vous sauvera la vie, ça vous sauvera le budget. Avant de passer sur les contacteurs, même si là on a parlé un petit peu des contacts, je voudrais faire un petit tour sur tout ce qui est diode, pont de diode, ventilation. Vous voyez régulièrement sur mes montages que j'installe des diodes. C'est des diodes qui ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Moi je les mets parce que je n'ai pas envie qu'il y ait trop de parasitage, par exemple. Si vous mettez un micro-onduleur avec un système qui a une carte électronique ou autre, qu'il y a des cartes électroniques où il y a des choses qui sont censées se parasiter entre elles, je mets une diode. Comme ça, on évite les échanges d'énergie. Ça va aller que dans un sens. Donc bien évidemment, la diode, elle va permettre d'envoyer de l'énergie dans la résistance électrique sans que ça retourne, sans qu'il y ait de retour de courant ou que la résistance soit alimentée par un onduleur ou autre. Je ne veux pas ça. Donc je mets une diode de puissance. Cette diode de puissance, je la mets aussi sur certains panneaux solaires parce que les diodes qu'on a, les diodes plastiques, là clippées en MC3, j'ai pas confiance, ça crame de rien. Donc moi j'utilise des diodes de puissance. C'est ça. Donc cette diode de puissance, donc moi c'est Semicron SKR 4512. Il y en a dans les deux sens avec la cathode et l'anode en bas, ça dépend. Donc là on est en M6 d'un côté, M8 de l'autre je crois. Ouais c'est ça. Donc on a une petite tresse soudée, on la voit pas bien, qui est isolée. Hop, voilà. Et ça va se boulonner dans un élément conducteur, de préférence un radiateur.
Et donc cette diode, si vous avez envie de la mettre, il faudra quand même refroidir parce qu'elle va chauffer. Donc je l'installe sur un radiateur, qui ça vaut 5-10 balles. Ça dépend de la taille, celui-là c'est un gros. Donc c'est un radiateur en aluminium sur lequel on va s'arranger. Alors moi pour celui-ci, il faudrait que j'enlève une ailette par exemple, pour pouvoir percer et mettre la diode comme ça, avec un autre trou pour le raccord électrique. Donc du coup ça sert de jeu de barre, c'est sous tension. Comme c'est sous tension, je préconise de le mettre sur le moins et de le protéger des chocs, des contacts directs. Ça dépendra de la tension que vous avez décidé d'utiliser, puisque sinon vous ne pourrez pas être isolé et vous pourrez avoir des chocs électriques. Vous avez donc un radiateur qui permet de refroidir, et si vraiment ça chauffe beaucoup, je vous invite à utiliser ce genre de petit ventilateur. Ventilateur en 12 volts, ventilateur d'ordi, ventilateur... C'est vraiment si ça chauffe. Si vous avez décidé de commander en 12 volts un relais, un contacteur, eh ben vous pouvez profiter qu'au moment où il est enclenché, vous alimentez le ventilateur via un fusible si vous voulez, pour refroidir l'ensemble. Vous n'êtes pas obligé. Moi je le fais à partir du moment où j'ai un contacteur et une diode qui chauffent. Donc ce petit ventilateur, il va prendre la poussière aussi, il va souffler de la poussière, mais c'est une sécurité. Sans le ventilateur, ça marche aussi. Chez moi, je n'ai pas mis de ventilateur ni de radiateur et ça marche. Mais c'est un peu chaud et je vous avoue que ça fait quelques années que ça marche comme ça. Je me dis que le contacteur, il va pas durer très longtemps. Donc le nouveau système que je prépare, il aura le ventilateur. Si vous avez une éolienne, une turbine, un vélo, un groupe électrogène, quelque chose que vous utilisez, qui est en alternatif, mais que vous allez redresser, donc une éolienne, c'est un générateur triphasé, on redresse le courant, on utilise un pont de diode comme ça. Alors ça, c'est un petit, mais si pour vous donner une idée, celui-là, c'est un 50 ampères, 1000 volts. Moi, je préconise plutôt surdimensionner énormément les ponts de diode. Il est métallique et donc on le fixe sur le radiateur aussi. On le boulonne, on a les 3 phases et on a le courant continu qui sort. En sortie, on met aussi un condensateur pour lisser la tension, pour c'est plus facile pour la lire après. Et tout ça, à chaque fois, on a une petite patte thermique. Une petite patte thermique comme ça pour les composants électroniques, pour dissiper la chaleur dans le radiateur. Voilà. Composants, transistors. Ça vaut pas très cher, là c'est 20 grammes. Ça fait des années que je l'ai, on n'utilise qu'une petite quantité à chaque fois. Ça permet de bien faire passer la chaleur dans le radiateur. Moi c'est ce que j'utilise en tout cas. Concernant les contacteurs, je vais enchaîner tout de suite sur le contacteur que je mets sur le radiateur d'habitude. Donc celui-ci c'est un contacteur 24 volts 500 ampères. Il a la même gueule que le 12 volts. Je me souviens plus si il doit fonctionner celui-là, oui. Donc il a une bobine à l'intérieur, alors ça c'est pratique, c'est assez visuel, on la voit la bobine. Et il y a un contact dedans qui bouge et qui permet d'avoir un espacement important sur le contact. Elle est en 12 volts, il n'y a pas de polarité. Mais comme elle chauffe un peu, c'est de la bakélite ça, et ça c'est du métal, et ben je le boulonne sur le radiateur, vous voyez. Et puis j'y mets de la pâte thermique, comme ça aide à dissiper. Et j'ai le petit ventilateur au-dessus qui souffle. Parce que ça fait 5 watts, et ben c'est 5 watts de chaleur quasiment. Alors il existe une astuce, vous pouvez utiliser des contacteurs pour les véhicules électriques qui sont en haute tension, en courant continu, qui sont alimentés en 12 volts et qui consomment moins de 1 watt. C'est des contacteurs hyper chers, de l'ordre de 80, 100 euros, j'en ai, mais je ne les utilise pas pour ça. Or, sinon l'autre astuce, c'est, alors il faut s'y connaître un peu plus en électronique, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Je vous dis quoi faire, mais ça ne va pas vous aider plus que ça, juste... Pour que la bobine ne consomme pas beaucoup, il faut lui mettre une petite résistance en entrée qui va brider la tension et le courant. Et un petit condensateur. Au moment où on l'alimente, le condensateur fait passer le courant, ça enclenche la bobine. Une fois que la bobine est enclenchée, elle ne demande pas beaucoup de courant pour se maintenir en position. Donc il faut calculer la petite résistance en série pour que le courant soit bridé. Alors c'est la résistance qui va chauffer et la bobine, mais comme le courant a été réduit, dans l'ensemble, ça chauffe moins et ça consomme moins que les 5 watts. Je me suis pas lancé là-dedans, je le ferai peut-être un de ces 4. Des fois, il y a des relais qui sont déjà équipés de ce genre de système. Ce qu'on appelle des relais basse consommation, je crois. Pour continuer sur la lignée des contacteurs en courant continu, alors là, le contacteur en courant continu, on l'alimente en courant continu. Il est adapté pour couper du courant continu dans la mesure où on lui a mis son condensateur aux bornes, mais on peut aussi couper de l'alternative, ça marchera aussi. C'est juste... pas utile d'aller chercher ce gros contacteur là pour du courant alternatif. Il y a ce contacteur 48 volts Victron là,
Vous pouvez utiliser ce genre de contacteur. Alors là, c'est un séparateur batterie, c'est pas un contacteur, mais c'est le même boîtier en 48 volts, mais à l'intérieur, le contact est moins virulent. Il n'est pas tellement protégé contre les arcs électriques, moins que dans l'autre contacteur. J'en ai déjà cramé un pour ça. Mais si vous mettez le petit condensateur aux bornes, vous aurez le même résultat. Ça marchera aussi. Sauf qu'effectivement, il est tout en plastique, vous ne pouvez pas le refroidir de la même manière. Donc moi, j'évite. Vous avez aussi ce genre de contacteur, des petits relais qu'on met sur des finders enfichables. Ça, c'est que pour la commande. Évitez de faire passer trop de courant là-dedans et surtout pas en courant continu haute tension, enfin au-dessus de 50 volts par exemple. Ça va faire des étincelles de partout, ça va... Il y a peut-être des relais qui sont compatibles, mais vous voyez, les contacts dedans, ils sont très proches les uns des autres. Moi, ça m'arrive de m'en servir pour le 230 volts, pour, je sais pas, 1 ampère ou 2, ou pour faire de la commande, mais pas pour ça, pas pour couper la résistance. Que l'on soit en continu ou en alternatif, j'utilise assez régulièrement maintenant des contacteurs en 230 volts qui sont habituellement utilisés pour des chauffe-eau. Relayeur creuse, contacteur de puissance, contacteur moteur, et je les branche en monophasé en fait. Je branche toutes les pôles en série et j'obtiens un contacteur qui est adapté à la haute tension ou au courant continu. On peut commencer par celui-là, c'est un tout petit contacteur moteur avec un faible courant. Nous avons 4 contacts. Là, je peux les brancher en série. Je peux leur mettre un petit condensateur. Mais là, c'est vraiment un tout petit contacteur. Je ne le mets pas d'habitude pour les chauffe-eau parce qu'il a un pouvoir de coupure trop faible. Mais ça fonctionnerait. On peut utiliser le relais. C'est la même chose qu'un relayeur creuse. C'est un contacteur pour l'eau chaude. Vous voyez, Schneider, 25 ampères. Il a 2 bornes. Donc soit on s'en sert en 230 volts et du coup on s'en sert pour commander quelque chose. 230 volts alternatif. Soit on fait du continu et auquel cas il va falloir faire un pontage. Un pontage et un petit condensateur sur le côté. Voilà. Ça, c'est la version que j'utilise en ce moment. Vous voyez, il est déjà câblé. On a le plus qui arrive ici de la résistance électrique. Ça traverse le contact. Le câble fait le tour. J'ai un autre petit condensateur facultatif, mais je l'ai mis là. Ça traverse le contact. Ça refait le tour. Ça traverse le contact. Ça refait le tour et ça ressort. Et là, on a le moins. Alors, c'est pas vraiment le moins et le plus, hein, c'est juste qu'il y a un sens du courant. Et lorsque le contacteur s'ouvre, il y a une polarité qui se crée aux bornes. Vous pouvez mesurer avec votre voltmètre pour savoir dans quel sens vous mettez le condensateur. Et le condensateur va se charger. Voilà. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui supporte les hautes tensions. Et comme il y a un faible courant, il n'y a pas de problème. Je vous montre l'intérieur de cet appareil. À l'intérieur de cet appareil, donc déjà c'est un contacteur, il est HS celui-là. Il y a des assemblages, vous voyez là c'est les vis. Voilà. Qui vont sur les pattes là. On a les mêmes choses des deux côtés. On a un couvercle et on a une bobine à l'intérieur qui est alimentée à 230 volts. Et lorsqu'elle est alimentée, elle fait remonter, vous voyez la bobine qui remonte là, l'électroaimant. Et il va tirer sur des contacts qui sont juste là. Regardez, hop, hop. Donc là, on a bien 2 contacts séparés qui sont poussés, là on va avoir à peu près 5 mm de vide sur chaque contact. Vous voyez ? Et comme moi j'avais quand même déterminé qu'il faut 1 cm tous les 100 volts, si on a 2 contacts, on a à peu près 1 cm. Donc 2 contacts, on va avoir 100 volts. 4 contacts, on va avoir 200 volts. Ok ? Rajoutez à cela les condensateurs, alors moi souvent j'en mets qu'un seul en haut, et on a un contacteur qui va supporter la charge et qui est commandé en 230 volts via un onduleur, via le réseau, il n'y a pas de mal à le commander avec du 230 volts, surtout qu'il ne va pas beaucoup consommer, et il est fait pour rester alimenté des heures entières, c'est fait pour alimenter toute la nuit un chauffe-eau ce machin-là. Ça coûte pas très cher, une trentaine d'euros. Vous avez une autre version chez Schneider, qui est un peu du même genre, sauf les contacts ils vont vers la gauche. Quand on appuie, ça pousse sur le côté. Mais c'est le même genre à l'intérieur. C'est assez violent aussi. C'est pas trop mal comme contacteur. On peut l'utiliser pareil en série. Et si vous êtes fan de gros contacteurs, vous pouvez mettre des gros contacteurs moteurs qu'on a d'habitude pour alimenter des moteurs. Des gros contacteurs qui vont avoir encore plus de débattement. On le voit ici. Le débattement est plus fort, la consommation est plus forte, ça fait du bruit. Mais vous allez pouvoir gérer de la puissance et sous réserve bien sûr de mettre les contacts en série et d'avoir les fameux condensateurs, vous pourrez gérer du courant continu. N'hésitez pas à rajouter les fusibles nécessaires pour protéger tout ça. Ah oui, si vous avez besoin d'un inverseur de source
moi je vous conseille cette référence-là, de chez Schneider, le TE6, voilà, 040144. C'est un bon contacteur qui permet de passer d'une source à une autre. Alors moi je m'en suis servi pour passer du réseau à l'énergie photovoltaïque concernant la résistance électrique, parce que j'avais une résistance électrique, j'ai une vidéo en cours où je vous montrerai, qui passe la nuit sur le réseau et le jour sur les panneaux solaires. Donc j'ai utilisé ce contacteur-là. Voilà, avec un certain nombre de sécurité bien sûr, mais ça m'a permis de faire le job plus des condos. Un autre élément intéressant, c'est ce genre d'interrupteur, hein. Donc c'est on, off, on. Vous voyez, on les trouve à 2, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Il est à visser. Et le pôle du milieu, c'est le commun. Et dans cette position-là, ça alimente là-haut. Là, ça alimente rien du tout. Dans celle-là, ça alimente en bas. Je m'en sers souvent pour mettre en marche forcée pour tout un tas de tests, pour couper la résistance électrique ou pour la mettre en mode autonome, automatique. Donc voilà pour la présentation de mon matériel. C'est ce que j'utilise au quotidien. Pour les protections, n'hésitez pas à mettre les disjoncteurs en alternatif ou en continu avec le bon calibre pour éviter que lorsque la résistance électrique a une fuite de courant, elle va surconsommer. Lorsqu'elle a deux doigts de cramer, elle va surconsommer. On peut mettre tout un tas de protections. Moi, je vous encourage plutôt à mettre des fusibles parce que ça coûte un peu moins cher et c'est plus facile d'acheter le bon calibre. Des disjoncteurs en courant continu, ça marche très bien. Chez Schneider, ils en ont. Chez Noarc, ils en ont. Vous en trouvez sur Amazon aussi. Et avec ça, vous pouvez protéger votre système. Toujours la même règle de sécurité. Au-delà d'une certaine tension, on n'est plus en sécurité en termes de risque de choc électrique. Donc on utilise un contrôleur d'isolement que j'en ai pas. Ça, c'est hors de prix. Et ça ne sert qu'à commander un système. Donc il faut quand même que le contacteur fonctionne bien. Si vous avez un problème de commande, que le contacteur se coupe pas, ça risque d'être problématique. N'hésitez pas à ajouter plusieurs sondes, insérer des sondes aux endroits où il faut pour gérer la température, faire des circuits d'électrotechnique. Vous pouvez le faire en électronique aussi. Moi, c'est ce que j'utilise. En tout cas, ça marche très bien. Je tends à utiliser de plus en plus les contacteurs d'eau chaude, de ballons d'eau chaude, parce que ce sont des contacteurs qu'on trouve assez facilement à pas très cher. Et c'est vrai que quand l'onduleur ou le 230 volts est coupé, c'est pas si grave s'il n'y a plus d'eau chaude. Parce que ça permet de se dire, voilà, on coupe le courant, ça coupe aussi l'eau chaude. C'est une sécurité. Mais certains chantiers, il y a des gens qui m'ont dit, non, si on coupe le courant, on veut que l'eau chaude marche toujours. Donc il peut y avoir des contraintes dans ce sens-là. Si on est en autonome, on est obligé de mettre un abaisseur de tension pour alimenter le ventilateur, le contacteur, les relais. C'est une consommation supplémentaire. C'est vrai qu'on est dans le cadre du surplus d'énergie, ce qui est mon cas, mais il y a des systèmes où on préfère mettre en 230 volts tout de suite, c'est plus économe. Et puis ça gagne de la place dans le coffret électrique, pas besoin de mettre tout un tas de systèmes annexes. Donc voilà. Je dimensionnerai quelque chose spécifique et je vous ferai une offre sur un micro-onduleur, résistance électrique, gestion de la température. Je pense que je ferai comme ça pour pouvoir avoir une production d'eau chaude variable et compatible avec l'injection réseau. Je n'ai pas encore défini ce que j'allais proposer. J'ai un ou deux clients intéressés, donc je vais d'abord définir pour eux et après je verrai si c'est transposable pour les autres. En vous remerciant de m'avoir suivi et bricolez bien, faites attention à vous. Débranchez toujours les câbles des panneaux solaires quand vous faites le câblage. Au revoir.